Et c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé faire. Je pense que je peux tout changer pour une sélection et une Marseillaise. Ouais. Non, on n'en fait pas trop. Non. Je pense que c'est là que tu rencontres des gens que tu rencontrerais jamais. Surtout quand t'es minot. Il y a toujours les formes de complexe entre le petit, le long, le gros. Et sur le terrain de rugby, tout le monde devient copain, tout le monde devient intime. Donc rugby, école de la vie. En tant que Béarnais et en tant que Palois, et je suis né en 1964, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autre chose que du rugby. Alors j'étais dans le ventre de ma maman quand la section a été championne de France pour la dernière fois. C'est à l'école que j'ai rencontré des copains, dont Lolo Cabana, qui jouait au rugby. On était ensemble à l'école et donc ils m'ont amené au rugby tranquillement. Voilà, ça m'a paru logique de suivre des copains dans le sport collectif qu'ils faisaient. Surtout qu'à la maison, personne n'était sportif. Donc je n'étais pas destiné pour être sportif. Et ils m'ont amené à ce jeu que j'ai trouvé fort sympathique par rapport à l'amitié, par rapport au plaisir qu'on partage, et surtout par rapport aux copains, parce que quand tu es jeune et que tu avais des copains et que tu rigoles, il ne te faut pas grand-chose de plus pour être heureux. Alors je ne suis pas du tout nostalgique du passé, je suis très fier du passé, c'est que des super souvenirs, et je me dis que j'ai eu la chance de les vivre. Mais par contre, je suis persuadé que j'ai encore beaucoup de capacités physiques et morales pour, non pas pour jouer au rugby, mais pour aller dans les stades et passer des bons moments. Donc aucune nostalgie, que des bons souvenirs. Je pense que s'il est ovale, c'est parce qu'il est capricieux, c'est parce qu'il a du caractère et qu'il fait ce qu'il veut. Et pour l'apprivoiser, il faut savoir le manipuler, il faut savoir le tenir. Voilà, il faut savoir la réaction qu'il va avoir. C'est un peu comme le métier de cuisinier, quand tu as une matière première face à toi, si tu la brutalises, la cuisine ne se passera pas de la même façon. Et le ballon de rugby, c'est pareil. Il a du caractère, il est têtu, il fait ce qu'il veut, sauf quand tu sais le dompter. J'ai joué qu'une fois numéro 15 dans ma vie rugbystique. Je pense que le numéro 9 me convenait parfaitement. Non, devant, je n'avais pas été capable. Alors j'étais quand même un numéro 9 à l'ancienne, c'est-à-dire que j'étais un numéro 9 qui était morpion et très proche des gros. Donc j'y mettais pas trop la tête, mais je pouvais y mettre les pieds. C'est simplement la passe. Voilà, la passe, c'est parce que la passe, tu la transmets. Voilà, tu retransmets pratiquement une offrande à quelqu'un. Là, tu transmets, tu vas donner un ballon dans les meilleures conditions possibles pour que la personne que tu as se transcende ou continue à le transmettre. C'est la transmission du ballon. C'est la plus belle des choses au rugby. Je pense que c'est le jouissif, parce que pour te dire la vérité, je n'étais pas un plaqueur, mais ma génération aussi, le numéro 9 ne plaquait pas. Si on plaquait, on engueulait quand même notre troisième ligne. Donc j'ai pas souvent mis de caramel. J'en ai pas souvent pris non plus. Parce que j'étais assez malin pour m'en sortir ou libérer mon ballon assez tôt. Mais par contre, j'adore les caramels salés au beurre. Je pense que le jeu de chien méchant, c'est le jeu du chat et du chien. On a besoin de se tirailler, on a besoin de se chambrer. C'est aussi une façon de se motiver, de se piquer les uns les autres pour se transcender et se mettre tous au service du collectif. Parce qu'en général, en troisième mi-temps, les trois quarts aiment bien se mélanger les uns et vice-versa. Avant le match, on n'y va pas, ça c'est sûr, mais après, on aime bien les gros quand même. Pendant ma carrière professionnelle de rugbystique, totalement amateur d'ailleurs, j'étais pas un grand joueur. Voilà, j'étais plus un meneur d'hommes, j'étais un casse-pied en étant poli. Donc oui, j'ai pas mal donné, mais j'ai pas mal reçu, mais c'est la loi de la vie. Si tu donnes, il faut accepter de recevoir. Et ça m'est arrivé des fois d'en prendre des belles et que j'ai eu du mal à supporter. Celui qui éclaire le terrain, voilà, c'est la qualité première du joueur de rugby. Voilà, bien sûr, il y a des finisseurs, mais même les finisseurs doivent avoir ce sens du collectif.
le plus beau des essais, c'est quand tout le monde voilà, fait la passe au bon moment pour mettre l'autre dans la bonne situation, pour qu'au bout de la ligne, ça marque. La transmission. Moi, je suis plus pour l'éclaireur. Je trouve que c'est peut-être voilà, la chose la plus importante au rugby, d'essayer d'éclairer le jeu par le sens du collectif. Alors oui, il y a un joueur que j'ai toujours admiré, et que j'étais fan total, c'est Gareth Edwards. Là, c'est les Diables Rouges des années 70-80, ces fameux All Blacks avec leur rouflaquette, qui était assez incroyable. D'ailleurs, ce match, je pense que les jeunes le connaissent, ne l'ont pas vu, mais ma génération s'en souvient, le Barbarians All Black, qui a été joué, je crois, en 73, et avec un essai monumental où tous les Gallois qui jouaient ont touché le ballon, et Gareth qui a fait deux 4D pour relancer des 22 mètres et pour finir derrière les poteaux. C'est quelqu'un que j'ai adoré. Je pense que c'est encore un joueur qui serait susceptible de jouer parce qu'il avait tout. Il avait la vista, il avait la vitesse, il avait le sens du jeu, il avait la passe, il avait l'intelligence aussi situationnelle dans les moments délicats. Et j'ai eu la chance de le rencontrer une fois parce que je lui ai fait à manger et ça avait été peut-être l'émotion la plus importante que j'ai eue en tant que cuisinier, c'est servir Gareth Edwards. Le rugby est un sport de combat, mais je trouve que c'est le combat dans le sens noble du terme. Alors c'est dur, oui, parce qu'il y a un engagement physique, parce que bien souvent on donne son corps, ou on reçoit quand même des charges assez importantes, mais je n'ai jamais trouvé ce sport dur en finalité. Voilà, parce qu'on était prêt, c'est comme tout, quand tu es prêt à aller au combat, quand tu es prêt à faire le match, tu sais que ça va être un match qui va être dense avec en face de toi des adversaires voilà, qui ont de l'impact et qui vont essayer de te châtier. Donc ton corps s'y prépare et tu le vis en fin de compte avec beaucoup de plaisir et voire à la fin du match avec beaucoup de satisfaction. Parce que voilà, ça a été des chocs, mais tu n'as pas bougé, tu as été présent. Et ton corps, comme tu donnes des informations à ton corps positives et tu prépares ton corps à le faire, ton corps ne souffre pas. À moins, bien sûr, d'avoir la casse. Mais en général, chez toi, j'ai énormément souffert, mais ça ne m'a jamais fait de mal. Donc, je n'ai jamais considéré que c'était un sport qui était violent. Bien au contraire. À l'école de rugby, je pense que l'une des premières choses qu'on t'apprend, déjà, c'est le respect de tes camarades, le respect de l'adversaire et le respect de l'arbitre. Même si on est en désaccord avec lui, ça ne sert à rien de discuter, parce que c'est lui qui a l'autorité et c'est lui qui imposera ses règles. L'intelligence, c'est le respecter et assez rapidement, surtout quand tu es capitaine, de comprendre son fonctionnement, de comprendre sa façon de voir les choses et de s'adapter à lui et de lui faire voir que tu vas dans son sens. Et quand tu vas dans le sens de l'autorité, en général, l'autorité te le rend facilement. Durant ma carrière, je n'ai pas de souvenir de m'être chamaillé avec un arbitre ou de l'avoir insulté. Voilà, après le match, d'être allé discuter avec lui, de m'être engueulé avec lui, ça c'est sûr. Mais sur le terrain, non, j'ai pas de souvenir. J'ai toujours été dans le respect, parce que j'étais conscient que quoi qu'il arrive, je me le mettrais à dos et ça ne m'avancerait pas à grand-chose. Je me disais, on va attendre la troisième mi-temps, on va attendre avec une bière et je lui dirai ce que je pense ou je lui demanderai des explications. Respectons-les, mais par contre, de temps en temps, il faut savoir leur dire ce qu'on pense. Hors du terrain. Quand je vois les oreilles bien lisses, je me dis celui-là, il a dû s'y coller, celui-là, il a dû s'y frotter. Je trouve que c'est beau. Ça paraît peut-être absurde. Aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs, ils font très attention. Souvent, ils ont des bandeaux. Mais quand j'avais des joueurs, un gars comme d'Agen, le second ligne d'Agen, Porcu, qui avait les oreilles lisses, mais je trouvais ça beau. Voilà, c'est peut-être un terme très particulier pour des oreilles lisses, et surtout des oreilles qui sont bien amochées. Mais je trouve que c'était quelque chose de noble. J'aurais pas voulu l'avoir parce que j'étais pas capable de jouer devant et j'aurais pas accepté. Je pense que derrière on essaie d'être un peu beau gosse. On a quand même un peu le port de nous-mêmes souvent un peu hautain. Donc j'aime bien mes oreilles et elles sont très belles comme ça. Je voudrais pas qu'on m'y touche. Le fait d'arrêter de jouer au rugby avec les copains a été d'une violence extrême. Alors pour la petite histoire, moi j'ai arrêté relativement jeune parce que j'ai arrêté, j'avais 14 ans.
Voilà, j'ai rejoué après quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, parce que j'ai commencé mon métier de cuisinier en apprentissage à Pau. Et ma génération, donc on montait en cadet, à jouer une finale de Goderman. Et moi, j'y suis pas allé parce que la finale, c'était le samedi soir. Et le samedi soir, c'était la grosse journée. Même si je n'aurais pas joué, mais j'étais avec les copains, j'étais dans le groupe. J'y suis pas allé. Ça a été d'une violence extrême. Et j'en ai toujours voulu à mon patron. D'ailleurs, quand j'ai quitté le restaurant Les Pyrénées au bout de 2 ans, j'étais assez rancunier. Et donc, je lui ai dit, voilà, malheureusement, j'aurai toujours un mauvais souvenir des 2 années passées avec vous, parce que vous m'avez empêché de vivre voilà, quelque chose qui était pour moi le Graal. Quand on est une bande de copains, qu'on se connaissait depuis l'école de rugby et qu'on joue une finale de championnat, je dis, même j'aurais été dans les tribunes, mais c'était terrible, c'était terrible, c'était terrible. Arrêter de jouer au rugby, ça a été terrible pour moi. C'est pour ça que j'ai repris dès que j'ai pu, dès que j'ai eu un peu plus de maturité et que j'avais d'expérience professionnelle, j'ai rejoué quand je suis arrivé à Paris. Ouais. J'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 38 ans. Voilà, j'ai arrêté tard ma carrière et je dois reconnaître que très rapidement j'ai regretté. J'ai regretté parce que voilà, c'était un état d'esprit, une ambiance, une chaleur, une façon de vivre. Et tant que j'étais joueur, ma semaine tournait pratiquement autour du match du dimanche, entre les entraînements, la rencontre avec les joueurs, les discussions. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien personnellement et moi, je travaillais déjà énormément en cuisine, mais je pense que ça équilibrait, voilà, ça me permettait d'avoir mes bouffées d'oxygène, mes bouffées de liberté dans la semaine à côté de mon métier. Donc j'ai regretté d'avoir arrêté si tôt, malgré que j'ai eu 38 ans et j'aurais voulu, si j'avais su, jouer plus longtemps. Parce que je pense que c'est un sport qui est, quand on l'a dans les tripes, c'est viscéral, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se comporter. Et puis il y a cette fierté de jouer à ce sport qui est pour moi le sport noble par excellence. Je suis passionné de rugby, je suis passionné de cuisine. Alors il y a eu des moments difficiles sur le terrain, j'ai eu des moments difficiles en cuisine, mais comme c'est ma passion, j'oublie les moments difficiles. Je pense que j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a apporté une jouissance extraordinaire, comme le rugby m'a apporté une jouissance extraordinaire, et encore aujourd'hui, parce que de regarder, de revoir l'équipe de France, de la façon dont ils jouent, de me remettre à crier devant la télé, à 56 ans, je trouve ça merveilleux. Et les gens qui me connaissent et qui disent « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ben, je dis, vous ne pouvez pas comprendre, c'est le rugby. Quoi. Quand on l'a en soi, voilà, comme j'ai la cuisine en moi, c'est pas dur. On le fait, voilà, on le fait avec fierté. Notre ego est flatté, on fait ce qu'on aime. Donc c'est pas dur, ni l'un ni l'autre. C'est que du bonheur, que du plaisir. Je pense que c'est une facilité d'intégration d'une équipe de cuisine, d'une brigade. Voilà. Alors, au rugby, c'était comme ça. On arrivait dans un club, personne ne te connaissait. Ben, tu te faisais accepter par rapport à ton investissement, par rapport voilà, à ce que tu pouvais apporter à l'équipe, par rapport à ta joie de vivre. Et la cuisine, c'est pareil. Quand on arrive dans une brigade, une nouvelle maison qu'on ne connaît pas, ben, la première chose, voilà, c'est faire rester petit, quoi. Mais écouter, regarder et se faire accepter et faire voir aux autres qu'on est heureux de là, qu'on est heureux d'être là, que c'est pas à eux à faire l'effort, que c'est à moi à faire l'effort. D'aller vers eux, de m'intégrer et de leur prouver au rugby que je sais jouer, que j'aime ça, et en cuisine que je sais cuisiner. Le rugby m'a énormément aidé pour m'intégrer dans les brigades des différentes maisons où je suis rentré. C'est quelque chose de très très difficile, c'est très compliqué. Je ne me serais jamais vu entraîneur. À un moment donné, j'y ai pensé, mais là, tu peux être entraîneur, mais quand je vois aujourd'hui l'investissement qu'il faut pour être entraîneur, d'ailleurs, dernièrement, Diego Dominguez a su de dire que c'était beaucoup plus difficile d'être entraîneur, parce qu'il était 24 sur 24 que joueur. Mais entraîneur de rugby, ou aujourd'hui chef cuisinier, ou manager de restaurant, ou manager d'équipe, je pense que c'est l'honnêteté, l'argumentation positive, mais surtout de faire très attention de ne pas toucher à l'homme. Voilà, de toucher au joueur, lui dire tu joues pas bien, de toucher au cuisinier, tu lui dis tu as mal assaisonné, tu t'es mal comporté, mais tu ne touches pas à l'être humain. Je pense qu'il n'y aurait aucun problème de rentrer dans une brigade et de voilà. Bon, faut-il avoir après quand même les compétences techniques de la cuisine pour être capable voilà, d'expliquer comment on fait des gestes, d'expliquer comment on fait des cuissons, des préparations. Mais je pense qu'il a largement
les compétences et la façon de manager pour rentrer dans une cuisine, parce que c'est identique au manager des hommes. Et pour moi, les vestiaires, aujourd'hui encore, c'est la seule chose qui me manque réellement dans le rugby. Et alors, quand tu tombes sur des entraîneurs voilà, qui ont le sens du management et qui connaissent bien leurs joueurs, bah, ils créent des émotions extrêmes assez facilement. Parce qu'on est prêt à les recevoir, on sait qu'on va les recevoir. Et j'ai envie de dire, on a envie de les recevoir. Donc, c'est capable de te taquiner, de te faire rougir devant tout le monde, de te faire pleurer, de te faire sortir des émotions qui, dans ton quotidien de vie, tu es incapable de les sortir. Je suis incapable de pleurer dans la rue. Et alors que dans le vestiaire de rugby, en 5 minutes, certains entraîneurs que j'ai eu qui me connaissaient, ils voyaient bien que j'avais les larmes qui montaient aux yeux et j'étais prêt à exploser. Et c'était une explosion, une émotion qui était d'une motivation extrême, quoi. Donc bien souvent on dit attention à l'émotion, elle va te déstabiliser durant le match. Moi, elle me déstabilisait pas, elle me rendait complètement dingue. Ah non, il n'y a aucune émotion quand je mets ma veste de cuisine. C'est terrible à dire ça. Non, je mets ma veste de cuisine comme si je mettais une paire de chaussettes. Le maillot de rugby, ça n'a rien à voir. Et le maillot de rugby, quand tu le mets... moi qui jouais à la section polonaise jusqu'en cadet, et quand on mettait le maillot vert et blanc, et qu'on avait le pic du midi sur le cœur, que l'entraîneur nous regardait et nous disait, vous avez vu, il est blanc, on va le laisser blanc. C'était énorme, c'est un symbole. C'est le symbole par excellence d'une appartenance à un clan, d'une appartenance à une région, à un territoire, à un clocher. On te met une tunique qui te permet de représenter un esprit, une amitié, des valeurs. Alors, Rugby 23 nous a demandé à quelques cuisiniers de les accompagner un peu pour la gestion des hospitalités, pour essayer de monter un peu la qualité des prestations qui vont être servies sur l'ensemble du territoire. J'ai dit oui de suite parce que ça va être la Coupe du Monde de rugby en France, à Paris. Quand même, il va y avoir pas mal de matchs. Et moi qui suis passionné de ce sport, j'ai envie de le vivre entre guillemets de l'intérieur. Et je me sens très honoré déjà qu'ils aient pensé à regrouper une bande de cuisiniers pour leur donner un coup de main. Et on sait tous très bien que ces supporters du rugby, la première chose peut-être avec le premier contact qu'ils ont avec le territoire, ça passe par le bar et le restaurant. Donc ça va être hyper important de mettre tout le monde dans des conditions optimales, qu'on leur remplisse bien l'appétit, que surtout cet appétit cet estomac qu'ils vont remplir, ce soit un estomac qui soit joyeux et qui soit représentatif de ce pays où c'est la gastronomie est la plus belle gastronomie au monde. Donc ça peut être représentant de la gastronomie française pour la Coupe du Monde de rugby avec tous mes amis cuisiniers. On en est très fiers et je me sens très investi. Par rapport au caractère. Ah oui, par rapport au caractère, c'est peut-être un peu différent. Bon, première ligne, déjà le talon, je vais mettre Julien Duboué, parce qu'ancien talonneur de Péorade, mon petit Juju, tire à droit. Après, à la mêlée, je vais mettre Christian Constant, parce que c'était un teigneux, qui a joué à Montauban et qui a joué aussi à Fontenay-sous-Bois. Seconde ligne, un Jean-François Piège, un taiseux. Mais un taiseux qui peut être con aussi, qui peut, à des moments donnés, prendre la parole. Un pilier droit. On va y mettre Gabriel Biscay. Alors, Bibi Biscay, que peu de gens connaissent, mais qui est à la retraite, qui est un biarro, passionné de rugby, et qui est un véritable petit basque, un petit tonneau. En numéro 10, je vais y mettre Ramucho Kourdé. Ramucho Kourdé, toujours tranquille. Quoi qu'il arrive, il prend jamais la pression. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait tempête ou pas tempête. On va y mettre à l'aile, il faut mettre une gazelle qui est incontrôlable, il faut qu'il brille, comme ça il sera content. Eric Hospital. Il faudra lui dire d'enlever ses bijoux, d'enlever ses fringues de marque. On va mettre un foot pilier gauche. Un petit gros en pilier gauche. Christian Etchebest. Qui n'a jamais joué au rugby, parce que je tiens à le dire, parce que maintenant il s'occupe un peu de rugby, il s'intéresse au rugby, il a bien raison, mais il n'a jamais joué au rugby et c'était un très très bon footeux. Mais pilier gauche. Après il va me manquer un second de ligne. Un second de ligne, on va mettre une fille un peu délurée, Amandine Chéniaud. Elle est bien plantée sur ses deux jambes, elle a du caractère, et avec Jean-François Piège, ça peut faire un attelage assez étonnant, mais ça peut faire des étincelles.
Troisième ligne centre. Il faut quelqu'un de malin, Guy Savoie. Il me manque des troisième lignes, il me manque des chiens fous, des coureurs. Il faut y mettre des gosses. Là. On va mettre un Colombien, non? On peut y mettre un Colombien, il n'a jamais joué au rugby, mais comme il est un peu un poulet sans tête sur un terrain, Juan Arbales. Je pensais qu'on appelait ça des poulets sans tête, les troisième lignes qui couraient dans tous les sens. Mais Juan, il est capable parce qu'il est athlétique, puis il est pas mal foutu quand même. Et puis peut-être que la troisième mi-temps, il plaît au Gonzès, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en troisième ligne? Alors tu me fais une colle, j'en trouve un quand même en troisième ligne. Ah, un massif, Philippe Etchebest. Un con. Ouais, mec qui est capable de... Si ça bouge, ça ne va pas bouger, Philippe. À l'arrière, j'y mets peur. À l'arrière, d'abord, Pierre Auger. On va prendre un gros premier centre. Qui c'est qu'on va y mettre? Ah, Gilles Goujon. Ah, il n'est pas adroit, mais bon, quand il va l'attraper, je pense qu'il va aller tout droit, il ne va pas réfléchir, il ne donnera pas un ballon, mais ça peut être pas trop mal. On va y mettre un entraîneur, on va y mettre Alain Ducasse. Ouais, c'est les entraîneurs qu'on n'écoutera jamais, donc ça c'est pas mal, Alain Ducasse. Quand devant, tu vas te faire des copains, quoi. Après, on va y mettre Alain Dutournier, deuxième centre. Quelqu'un de très réfléchi. Et il me manque quoi? Il me manque un ailier, il me manque plus que l'ailier. Il me manque un autre ailier. Il a un peu des pattes de héron. Bertrand Bluy. Voilà. Un peu massif, un peu le loumou du 15 à table. Donc toi, tu joues pas, quoi? Ah non, moi je suis remplaçant. Moi, je leur laisse faire le boulot, puis je finis la mayonnaise. Ils ont bien mélangé la moutarde avec les jaunes. Ils ont mis le sel, le poivre, ils ont mis 3/4 de l'huile. Il reste plus que 25 centilitres d'huile à mettre, et c'est moi qui arrive pour briller. Voilà. Voilà le 15 à table. On cuisine pas de la même façon. C'est comme ça, on n'y peut rien. Comme je dis, je cuisinerai jamais si bien que pour mes parents, parce que j'y mets de l'intention, j'y mets de l'amour. Et si je sais qu'il y a un joueur de rugby qui est là, surtout un joueur de rugby que j'ai vu jouer, que j'ai rencontré, ben j'y mets un peu plus d'intention. Mais je fais ça aussi pour mes amis. Malheureusement, le commun des mortels, voilà, que je ne connais pas, je cuisine quand même très bien. Mais je ne mets peut-être pas l'âme supplémentaire que je la mets là, sur un joueur de rugby. Voilà, si j'ai Pierre Barbizier qui vient manger, ah, Pierre, c'est un seigneur. Donc, en plus, je sais qu'il a du palais. Je vais lui mettre à Pierre l'acidité qu'il faut un peu plus de sel, un peu plus de poivre, parce que j'aime bien le sentir un peu provoqué, le titiller. Donc, je vais le pousser dans ses retranchements. Donc, je vais être très attentionné à M. Berbizier. Laurent Cabane avait tendance à dire que je faisais 20 secondes au 100 mètres, que ma passe faisait 3 rebonds. Mais par contre, j'avais une qualité, c'est que je lâchais pas. Et quand on se mettait un objectif, j'allais au bout de l'objectif. Donc j'étais très accrocheur, très mauvais joueur, très râleur. Et je m'accrochais à tout. Je faisais beaucoup d'anti-jeux. Bon, à l'époque, il n'y avait pas 3 arbitres, on n'en avait qu'un au centre. Donc on voyait les deux autres, c'était des remplaçants qui étaient arbitres de touche, donc personne ne me voyait. Je dis que j'ai pas de qualité, que j'exagère un peu, mais ils savaient que j'avais pas de qualité physique et technique. Mais j'avais une qualité de savoir comment faire jouer les autres pour gagner. Voilà. D'amener les autres, à partir d'un point A pour les amener à un point B, je savais comment les amener. Après, la lacune, est-ce que c'est pas aussi la plus belle des qualités, de ne pas être parfait? Est-ce que le parfait nous fait pas chier? Sur un terrain de rugby, des joueurs des fois parfaits, en sont tellement parfaits qu'ils sont ennuyeux, comme dans la cuisine. On mange des fois dans des restaurants où tout est parfait. J'ai envie de dire, j'aimerais bien des fois qu'il y ait des petits défauts, quoi. Le défaut, c'est souvent le caractère, c'est souvent le mauvais esprit. Un mec parfait, tu te dis, oh, tu fais il est parfait. T'as qu'un mec qui a des creux, qui a des faiblesses. C'est bon. Le fait d'être sélectionné à l'équipe de France de rugby, de se retrouver sur le terrain, de chanter la Marseillaise, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je ne ferai jamais. Et c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé faire. Je pense que je peux tout changer pour une sélection et une Marseillaise. Ouais, c'est beaucoup plus d'émotion. Donc c'est un gestionné, c'est pas si facile de ça, d'être capable de faire une passe côté gauche et qu'elle fasse 3 rebonds et qu'elle arrive dans les mains de ton numéro 10. Je peux t'assurer, demande à tous mes numéros 10, ils étaient admiratifs. Hein, admiratifs. Là, ils ont, les 3 numéros 10 avec qui j'ai joué à Paris, ils n'ont pas de problème de petit bassin, parce qu'ils savent se baisser très bas, ils savent tourner le bassin à gauche, à droite. C'est un gros travail de savoir faire 3 rebonds avant que ça arrive à mon demi d'ouverture. Pendant ces molles-là, moi j'avais un problème déjà je pense que j'avais un problème de vision, parce que j'arrivais mal à faire mes lacets dans le vestiaire, et donc je marchais sur mes lacets, donc je trébuchais. Malheureusement, je trébuchais très souvent. Et c'est rare quand je tombais sur un adversaire, c'est rare quand je tombais sur un coéquipier, je tombais souvent sur un adversaire.
Mais ça arrive de trébucher sur un terrain de rugby. Je peux vous assurer, moi, ça m'est arrivé très souvent. Très souvent. Voilà. Mais je m'excusais après. Je suis désolé, excusez-moi. Quand j'ai lu une interview de Bakis Bota qu'il expliquait que systématiquement, que les joueurs qui s'énervaient face à lui, il leur a envoyé des bisous. Mais moi, j'étais un peu pareil parce que quand je tombais, quand je trébuchais, je m'excusais toujours. La bistronomie, c'est deux lieux de très haute qualité dans l'assiette, faits souvent par des cuisiniers, des vrais auteurs qui ont des convictions, qui ont du caractère, et qui font ça par amour de partager avec les autres, qui font ça par passion là, de rendre les gens heureux. Et le rugby, c'est un peu pareil. Bon, on aimait aller à l'entraînement. Moi, j'ai toujours adoré les entraînements. Voilà, parce que je retrouvais les gens que j'aimais, je retrouvais les copains. Et puis, j'aimais aussi une forme de souffrance, de la souffrance de physique, d'investissement qu'on pouvait avoir les uns et les autres, et qui était assez jouissif. Le fait d'avoir accompli la tâche du match, d'avoir gagné. C'est un peu comme la bistronomie, qui sont une formule de restauration qui est pas impersonnelle. C'est pas des brigades de 150 personnes, c'est des brigades souvent de 7-8 personnes, où justement il y a ce lien d'amour, un amour affectif et familial qui se fait. Et c'est quand tu arrives justement à avoir des équipes qui ont ce lien que tu arrives à faire des belles choses. Et c'est pour ça que ça ressemble énormément à un état d'esprit de rugbyman, de rugby. Oui, après il faut laisser les croque-maïs, il faut les laisser. Ils sont dans des pays qui sont plats, ils sont entourés de maïs. Il faut leur laisser croire quelque chose, sinon les pauvres, ils sont déjà tout inondés en permanence. Le Pays Basque, oui, le Pays Basque ont une culture de rugby, mais le vrai rugby, là, il est en Béarn. Voilà, la valeur du clocher, la valeur du village, l'amour du maillot, il est béarnais, c'est bien connu ça. Allez, va en Vallée d'Ossau, en Vallée d'Aspe. Voilà, tout le monde joue au rugby, c'est un culte. Les autres ne font que copier, c'est des pâles-copies. Ils vont m'adorer, les Basques irlandais. Ah putain, tu vas pas. C'est pour ça que tu vas laisser passer en premier, parce que derrière, il va me démonter l'autre. Quelle est la plus belle couleur au monde? Quelle est la couleur qu'elle a jouée ici? La couleur de l'espérance, la couleur de la vie. C'est le vert. Voilà. Mais ça, je ne suis pas chauvin, je ne veux pas parler que de la section paloise. Là, c'est Saint-Étienne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le maillot vert et blanc de Saint-Étienne, de la grande époque, avec des Béarnais qui jouaient. Des La Cuesta, des Larios, non, La Cuesta était basque, des Larios, des Jean-Michel Larquet. Là, ce vert, il est beau. Alors, c'est vrai que le maillot de la section paloise est encore plus beau, ce blanc, beau, c'est joli. C'est joli, quand c'était à l'époque avec le maillot Adidas, les 3 bandes vertes. Je pense qu'on n'a jamais égalé une telle beauté de maillot que le maillot vert des Verts Galants de la section paloise. Je ne l'ai jamais dit, mais ça a été constaté. Ouais, j'ai joué une demi-finale de champion de France de rugby avec une sciatique, donc j'étais pété. Mais j'ai quand même joué parce que je savais que c'était mon dernier match. Je pensais que ça allait passer, bon, c'est pas passé. Voilà, c'est peut-être un des petits regrets que je pourrais avoir. Peut-être que je n'ai pas été capable, et peut-être aussi que mon entraîneur n'a pas été capable de me sortir, de me dire il ne faut pas que tu joues. Donc j'ai joué pété une demi-finale de champion de France de rugby, mon dernier match.